J'en profite pour dire quelques mots sur toi, Arnaud. Arnaud Tonnelet, après avoir démarré comme tout jeune sorti d'école dans le monde des réponses, comme consultant externe chez Bossard, puis interne chez Danone, Arnaud a rejoint il y a une quinzaine d'années le monde des questions. Infiniment moins bien payé, mais beaucoup plus reposant pour un caractère méditatif comme le sien. Il officie aujourd'hui comme coach individuel d'équipe et d'organisation au sein de cabinet Kea Partners. Il anime une formation au coaching d'organisation au sein de Team Intelligence, que je vous recommande vivement pour y avoir participé. En un mot, sa métaphore, le coach d'équipe, qu'il soit en entreprise ou sur le banc de touche. T'es jamais venu? Sébastien Ramos? T'es venu? En plus, j'avais le Covid, donc j'étais à distance, c'est vrai, tu as raison. Ah oui. Mais tu me remets? Ta métaphore. Le coaching d'équipe, qu'il soit en entreprise ou sur le banc de touche, c'est celui ou celle qui cherche comment faire du jeu commun avec des individualités. Et ça tombe plutôt bien parce que tu vas nous parler maintenant d'excellence collective, la révolution de l'ego. Point d'interrogation. Point d'interrogation. C'est parti. Bien, merci. Alors quand Rodrigue m'a dit que je serais en dernier, je ne sais pas si je l'ai maudit ou... Parce que franchement, passer à la fin, c'est quand même bien galère, quoi. Tout le monde est crevé, pense qu'à rentrer, aller chercher des gamins, prendre une douche. Bon, merci en tout cas pour toutes celles et ceux qui sont restés. Voilà. L'autre point, voilà, bon, Kea, je vais pas m'y étendre, mais voilà, j'appartiens à un cabinet de conseil, donc ça c'est aussi une certaine pratique du métier. Moi, je viens du consulting, hein, fondamentalement. J'ai fait 15 ans de consulting, donc c'est ce que j'appelle le monde des réponses. Et puis un jour, j'avais plus de réponses. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Je vais aller du côté des questions. Voilà. Et donc, je me suis formé au coaching, un peu comme tout le monde, avec les bonnes certifications, etc. Quand Rodrigue m'a parlé du thème de cette année, il m'a parlé d'excellence collective. Il m'a dit qu'est-ce que tu as raconté là-dessus. Voilà. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a à raconter là-dessus? Donc, en fait, ce qui m'est venu très spontanément, c'est deux choses. C'est à la fois une sorte d'évidence du sujet. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il n'y a pas d'autres sujets. Donc, merci Rodrigue, parce que je pense que tu as posé la bonne question. Il n'y a pas tellement d'autres sujets en 2023 et pour les quelques décennies qui nous attendent que celui de l'intelligence collective et celui de l'excellence collective. Vu les enjeux qui nous attendent, il n'y aura pas beaucoup d'autres solutions que de se la jouer collectif. Parce que si on se la joue comme on fait aujourd'hui, c'est-à-dire un peu perso, nos enfants ils vont pas être très bien. Donc ce qui m'a interpellé, c'est à la fois l'évidence du sujet et en même temps le fait qu'on la voit pas tant déployée que ça. Et du coup, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'on ait un truc, c'est quasi évident qu'il faut y aller, qu'il faut le faire. Et en même temps, quand on regarde dans nos pratiques, quand on regarde nos gouvernements, quand on regarde nos entreprises, on n'est pas complètement frappé par le caractère collectif du jeu, quoi. Bon, enfin, en tout cas, pour moi, c'est pas ce qui m'a sauté aux yeux. Et voilà, j'ai essayé de tirer ce fil rouge, et c'est 2-3 réflexions que j'aimerais partager avec vous. Ça va être un peu loin de notre pratique de coach d'équipe, donc c'est vraiment centré sur le thème de l'excellence collective. Mais pour essayer d'aller à la recherche de qu'est-ce qui fait qu'on a des difficultés à jouer collectif. Parce que c'est pas si facile que ça. Et Alain Cardon l'a bien répété. Et donc moi là-dessus, je me sens tout à fait à l'aise que la petite cellule, elle nous raconte quelque chose de la grande cellule, mais inversement. La grande cellule, c'est-à-dire le monde, nous raconte quelque chose de la façon dont on s'y prend à petite échelle. Donc on a un aller-retour entre le macro et le micro en permanence. Donc voilà, de quoi on va parler? On va parler de 3 choses. Cette évidence, c'est plus qu'une évidence, hein, c'est une sorte de nécessité de mon point de vue. De voir après quels sont un peu les freins qui sont sur notre route sur ce sujet, pourquoi elle peine à se déployer. Et j'aimerais finir par une note positive, parce qu'en fait, à la réflexion, c'est pas si compliqué que ça. Ça a l'air compliqué, mais en fait, ça ne l'est pas tant que ça. Et on a quand même pas mal de choses dans nos mains pour le faire. Alors, c'est ce chemin que je voudrais qu'on suive ensemble. Où est mon timekeeper préféré? Il est là. 15 minutes, 5 minutes? Moins 15, moins 5? Ouais.
On fait du Cardon. Alain Cardon est resté avec nous, non? Bon. Donc, on a un timekeeper. Déjà sur le constat, on s'aperçoit que on a quand même un certain nombre d'enjeux qui nous attendent. Je dirais quel que soit l'endroit où on regarde, qu'on regarde les enjeux environnementaux, qu'on regarde les événements politiques, qu'on regarde les crises sanitaires, on s'aperçoit qu'on n'a pas du tout les mêmes résultats à chaque fois selon que on commence à jouer perso ou selon qu'on joue collectif. Il y a un truc qui est assez frappant, par exemple, je ne sais pas si on a tous pris conscience de ça, qui est la guerre en Ukraine. C'est intéressant, la guerre en Ukraine. Au-delà du drame, hein, je ne vais pas m'étendre évidemment là-dessus. Mais ça devient un événement collectif. En fait, tout le monde participe. Tout le monde participe, tout le monde donne des armes aux Ukrainiens. Avant, chacun faisait la guerre dans son coin, quoi. Donc on se faisait taper sur les Russes, par les Russes ou les Allemands, ou tout le monde s'en foutait. Aujourd'hui, je pense que la grande surprise d'un Poutine, c'est qu'il se disait, putain, les petits Ukrainiens, je vais me les manger tout crus. Bah non, pas de bol, parce que il y a une coalition énorme qui se crée, et donc maintenant on lui fournit des chars, des machins, des drones. On utilise même des caméras embarquées, donc on sait absolument tout ce qui se passe sur le front russe. Et donc c'est ce qui fait qu'une toute petite nation comme l'Ukraine, qui est quand même 10 fois plus petite que la Russie, arrive à tenir bon. Et on peut passer pas mal d'événements comme ça. Selon les grandes épidémies, on a la même chose. Vous voyez, la façon dont on a géré l'épidémie du Covid, on a plutôt commencé chacun dans son coin, puis après il y a eu quand même des stratégies collectives, et progressivement ça a évolué. Et donc, évidemment, les enjeux planétaires. Ça va être compliqué de résoudre les enjeux planétaires ou les enjeux environnementaux au niveau de la France. Bon. D'ailleurs, j'en profite. Souvent, on parle de sauver la planète. Il ne s'agit pas du tout de sauver la planète. On est bien d'accord. La planète, elle se fout comme d'une guine de ce qu'on fait. L'échelle de temps de la planète, c'est quelques milliards d'années. Donc, autant dire que savoir si on disparaît ou pas, elle s'en fout comme de sa première chaussette. Voyez, ce qu'il faut sauver, c'est nous, nos enfants et nos petits-enfants. Voilà. Donc, juste pour rétablir, de se dire, l'enjeu n'est pas la planète. L'enjeu, c'est ce qu'on fait nous. Voilà, il y a un petit truc juste au-dessus, allez voir la tour, juste au-dessus de la planète, qui est un truc tout bleu, qui est l'écosystème dans lequel on vit, qui fait quelques kilomètres, et c'est ça qu'il faut qu'on préserve. Vous voyez, c'est rien d'autre. Hein. Alors, tout ça pour poser, je ne vais pas y passer des plombs, parce que c'est vraiment de l'ordre de l'évidence, mais il y a une évidence, de mon point de vue, au caractère absolument nécessaire d'adresser collectivement les enjeux. La deuxième le deuxième constat que je voulais faire, avant de regarder un peu les freins, c'est que l'excellence collective, c'est absolument pas une affaire de savoir-faire. Alors moi, je crois que c'est Rodrigue, tout à l'heure, tu nous challengeais un peu sur, vous vous présentez tous comme coach, consultant, facilitateur, auteur, conférencier, scieur de chaussures et compagnie, et qu'il faut à un moment donné choisir. Moi, j'aime bien ça parce que la particularité que j'essaie de développer, c'est que mes pratiques, je vais absolument pas les chercher en entreprise. Dans mon constat depuis maintenant un certain nombre d'années, je trouve que les entreprises ont des pratiques qui sont pas très en avance en matière de jeu collectif. Là où on a des trucs intéressants en matière de jeu collectif, c'est dans le sport, dans l'armée, dans le théâtre, dans les orchestres, etc. Vous voyez ? Pourquoi ? Parce qu'ils ont un impératif de résultat et qu'ils ne sont pas là en train de se poser la question de est-ce que c'est éthique, pas éthique, qu'est-ce qu'on peut faire, pas faire. Non, le résultat, il est immédiat. Votre pièce, elle tient la route, votre équipe, elle gagne, votre mission, elle est remplie. Et je trouve qu'il y a des choses intéressantes. Et une de mes particularités, c'est que je vais voir comment font ces univers-là. Et évidemment, d'essayer de rapatrier dans le domaine de l'entreprise les pratiques qu'ils font. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on sait faire. Il n'y a qu'à regarder d'ailleurs cette salle. Vous voyez, on a des dizaines de professionnels dans cette salle. Vous savez faire de l'excellence collective. Donc le deuxième élément important par rapport à cette nécessité du collectif, c'est que on n'a pas tellement à se poser la question du comment. Les savoir-faire, on les a. Vous avez des Alain Cardon, des bouquins, des machins, des trucs. Vous avez l'excellent Rodrigue qui a publié l'excellent Coacher votre équipe. Oui, donc le savoir, on l'a. On l'a même à un niveau plus large. Vous regardez le bouquin de Servigne et Chapelle, il vous raconte que l'histoire du monde n'est pas qu'une histoire darwinienne,
où c'est le plus fort qui gagne. Darwin nous a mis ça en tête. C'est pas faux. Mais comme disent les coachs, et en même temps, l'humanité sait collaborer. On sait s'entraider. On sait jouer collectif. D'accord ? Donc on ne peut pas tout le temps dire oui c'est Darwin, on se tape dessus. Non, c'est Darwin au niveau mondial que depuis un certain temps. Il y a eu toute une histoire mondiale où c'était pas comme ça. Hein. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que si on veut se diriger vers l'excellence collective, on a les savoir-faire. On s'est tous formés dans cette salle, à petite ou à grande échelle. Pour celles et ceux qui ne sont pas encore formés, formez-vous, lisez, travaillez, mais les savoir-faire, on les a. Donc ça c'est plutôt sympathique parce que ça veut dire que ce sujet n'est pas un sujet de compétences. Elles sont à disposition. Elles sont à disposition. Vous êtes tous l'exemple que ces compétences sont à disposition. Bon, une fois que j'ai dit ça, très bien. Mais alors, du coup, qu'est-ce qui fait qu'on ne la voit pas tant que ça, cette excellence collective ? Et que d'ailleurs, on rame chez nos clients pour l'installer. Enfin, je veux dire, toute cette journée, ça a été une série de témoignages sur à quel point on rame pour déployer de l'excellence collective dans les entreprises. À quel point on a des freins, des hostilités, des réticences, des phénomènes de bouc émissaire, de gens qui n'ont pas envie, d'équipes de direction qui ne sont pas mobilisées. Enfin, depuis ce matin 9h30, c'est ce qu'on entend globalement. D'accord ? Alors, moi, quand il y a des trucs que je ne comprends pas, comme je suis plutôt issu d'une formation de sciences humaines, je vais regarder un peu ce que nous racontent les sciences humaines. Et donc c'est le tout petit voyage que auquel j'aimerais vous inviter. Et à tout seigneur, tout honneur, dans les sciences humaines, il y en a une qui est importante, qui est l'histoire. Bon, l'histoire, elle nous dit quoi ? Elle nous dit au fond que quand vous regardez un pays comme la France, celui qui tient lieu de collectif, c'est l'État. La France s'est construite par l'État. D'accord ? La vraie phrase, hein, c'est le roi, c'est moi. Hein, c'est pas les collectifs, c'est moi. L'État, c'est moi. D'accord ? Dont on dit qu'elle est Louis XIV, on n'est pas sûr qu'elle soit Louis XIV, mais bon, peu importe. Ce que je veux dire par là, c'est que on est dans un pays où on a du mal avec le collectif parce que on s'est construit dans une relation sans intermédiaire, sans collectif, entre le niveau central qui s'appelle le roi et le reste du pays. On en voit encore les traces aujourd'hui. On adore l'homme providentiel en France. Et tous les 5 ans, on s'excite autour de l'homme ou de la femme providentielle qui va nous sortir d'affaires. Et puis, malheureusement, tous les 5 ans, on est super déçus. Voilà, donc on réattend 5 ans en se disant ça va être le prochain. Oui, donc on a c'est en France notre collectif, c'est l'État. D'accord. On a vraiment très peu de corps intermédiaires. Vous voyez d'ailleurs dans une autre lecture, hein, qui est une lecture géographique. Il y a Paris et le reste. D'accord ? Vous n'avez pas du tout ça aux États-Unis, vous n'avez pas du tout ça en Allemagne, vous n'avez pas du tout ça en Espagne, vous n'avez pas du tout ça en Italie, vous n'avez pas du tout ça un petit peu en Grande-Bretagne avec Londres. Mais globalement, on a un côté qui est, on n'a pas d'intermédiaire, on n'a pas de corps intermédiaire. Ce qui pose un certain nombre de problèmes. Hein. On va le voir notamment pour conduire des réformes. Hein, qui fait qu'à chaque fois on rame comme des malades pour conduire des réformes. Parce qu'on n'a pas ces corps intermédiaires qui nous fabriquent des compromis, qui nous fabriquent des consensus, et donc on est en direct avec le président. On a une vision très verticale du pouvoir, qui nous vient de notre histoire. Le roi, ses citoyens. Aujourd'hui, c'est plus le roi, c'est le président, mais c'est un peu pareil. Et toujours les citoyens. Et donc, pendant 3 semaines après l'élection, on est vachement content. Et puis au bout de la 4e semaine, on se dit, voilà. Donc on rejoue à chaque fois. Alain Cardon parlait de processus. C'est un vrai schéma répétitif. Hein. Alors, ça donnait quoi ? Ça donne que historiquement, comme à un moment donné, ça coince, parce qu'on n'a
aucun corps intermédiaire, aucun collectif qui fabrique des consensus, eh ben, ça donne une histoire marquée par des révoltes, par des jacqueries. La dernière jacquerie en date, les Gilets jaunes, merci. Et on en aura d'autres. Pourquoi ? Parce qu'on est fabriqué comme ça. D'accord ? On a une structure historique et une structure de construction qui fait qu'on a du mal à fabriquer des compromis et à fabriquer des consensus. Quand vous regardez la façon dont réforment, que ce soit les pays du Nord ou que ce soit l'Allemagne ou d'autres pays, on n'a pas du tout la même fabrication. Bon. Et évidemment, tout ça, on le retrouve en entreprise. Qui est que le chef, il a raison, et puis après, il faut juste exécuter. La grande différence, c'est que ça pouvait marcher peut-être dans les années 40, 50, 60, 70. Simplement, on a basculé au XXIe siècle dans un monde beaucoup plus horizontal, beaucoup plus en réseau, et que ce mode de fonctionnement très vertical, il matche juste plus. Donc il fonctionne de moins en moins chaque jour. Donc il faudrait évidemment gouverner différemment, transformer différemment, mais pour le coup, on a vraiment du mal à transformer nos modes de transformation. Alors, on est devenu une société des individus. Est-ce que vous connaissez la date de naissance de la société des individus ? Ah. Hein ? Renaissance. Ouais. Est-ce que vous auriez d'autres propositions de date ? Bon, c'est un caractère un peu fictif, ce que je vous propose. Mais si on avait une date à retenir, on a une date très précise. Mais plus précis que ça. Révolution française, mais plus précis que ça. La nuit du 4 août, il s'est quand même passé un truc important, c'est qu'on a flingué tous les collectifs. Ça a donné un truc génial, c'est que du coup, plus de nobles, plus de tiers-états, plus de machin, et donc ça a donné naissance à la société des individus. Mais c'est très bon, la société des individus. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire qu'on vit dans une société des individus et on aime ça. On aime cette société des individus, d'accord ? Le petit inconvénient, c'est qu'on n'a plus ces collectifs-là. On avait avant des collectifs qui structuraient la société et qui faisaient tampon. Voilà. On avait des ordres, on avait des castes. On les a plus. Arnaud, et on a tellement aimé ça. Une petite quinzaine de minutes. Ok. On a poursuivi ce chemin-là tout au long du 19e, 20e siècle avec un outil formidable qui s'appelle l'État-providence. L'État-providence, c'est une formidable machine à défaire les dépendances. Vous êtes malade, au 19e siècle, vous dépendez de votre famille. Aujourd'hui, vous ne dépendez plus de votre famille. Il y a un truc qui s'appelle la caisse d'assurance maladie. Vous êtes au chômage, pareil. On a aujourd'hui une caisse qui nous assure, d'accord ? Donc tout ça, c'est des outils qui ont défait les collectifs. Voilà. Et ça fait une société d'individus. Donc la question, c'est dans une société d'individus, comment on va se différencier puisque tout le monde est égal. On n'a que des égaux, E-G-A-U-X. Alors évidemment, toutes les sociétés ne trouvent pas les mêmes réponses. Quand vous allez voir du côté des États-Unis, les États-Unis, le premier à s'être interrogé, c'est un aristocrate. Tocqueville, dans les années 1830, bonne vieille aristo modéré, se dit mais comment ils font ? Comment ils font au pays de l'égalité ? Eh ben, comment ils font pour se différencier ? Ils ont choisi un outil bête et méchant, qui est l'argent. Le totem américain, c'est l'argent. Et alors nous, en France, on a des pudeurs de jeunes filles avec l'argent. Mais aux États-Unis, vous êtes ce que vous valez. Vous êtes ce que vous gagnez. Et ils n'ont aucun problème avec ça. Voyez ? Donc ils vous demandent d'abord et avant tout combien vous gagnez. Et selon votre réponse, vous allez avoir plus ou moins de valeur. Alors évidemment, il faut que ça fonctionne avec un récit qui est le récit de la méritocratie. C'est-à-dire qu'il faut que chacun puisse aboutir au sommet de l'échelle. Bon, c'est un peu une mythologie parce que quand on regarde concrètement, en fait, ça marche pas tout à fait comme ça. Le petit exilé new-yorkais qui devient Rockefeller, il y en a pas tous les jours. Mais si on croit à cette mythologie de l'American Dream, on va pouvoir aller dans cette direction-là.
En France, comment on fait? Bon, on a d'autres réponses. Hein. Alors c'est surtout dans les cultures occidentales, parce que les cultures orientales sont plus familières du collectif. Les cultures africaines, les cultures asiatiques, les cultures sud-américaines, quoique, on peut en discuter. Dans les cultures occidentales, on a vraiment du mal parce qu'on on a basculé dans cette société individualiste. Et ben, on va avoir l'école. Je ne sais pas si ça vous regardez, mais quand vous regardez les journaux, vous voyez monsieur ou madame, le gars ou la dame, ils ont 60 ou 65 balais. Il y a marqué ancien élève de. Vous voyez ? Les Américains ne le mettent pas parce qu'ils ont l'argent. Mais nous, notre culture judéo-chrétienne fait que l'argent, on n'est pas très à l'aise, on en a, mais on le planque un peu, faut pas trop le montrer. Mais qu'est-ce qu'on va montrer? On va montrer son école, on va montrer son réseau. Et d'où d'ailleurs, souvent une des questions, c'est quelle école tu as faite? D'accord? Et donc, eh ben, je vais relationner avec toi selon l'école que tu as faite. Si tu es de telle école, si telle école. Et alors, dans des entreprises, on ne va recruter que des gens de certaines écoles. D'accord? On va dire, mais pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est des différenciants. Donc évidemment, après, qu'est-ce qu'on peut avec quoi on peut se différencier? On peut se différencier avec la consommation. D'accord? Donc on va acheter. Et donc aujourd'hui, on estime que entre 75 et 85% de nos achats n'ont à peu près rien à voir avec nos besoins de base. C'est des achats de distinction. D'accord? En valeur, peut-être pas en volume, mais en valeur. D'accord? On a les loisirs. D'accord? Là aussi, on pourrait. Le feu Bourdieu nous a montré quand même que les loisirs, ça servait à se distinguer, c'est-à-dire à sortir du lot, puisqu'on n'est plus dans des collectifs. Donc il faut qu'on se distingue, d'accord? Alors ça, c'est l'histoire. Maintenant, je vais essayer d'accélérer un peu. Allons voir du côté d'autres sciences humaines. Allons voir du côté de l'économie, par exemple. L'économie, elle n'aime pas beaucoup le collectif. En tout cas, l'économie néolibérale. Alors l'archétype, c'est notre regrettée Madame Thatcher. Madame Thatcher disait ça n'existe pas la société. Vous voyez, alors ça évidemment, ça fait mourir d'infarctus tous les sociologues. Il n'y a que des individus. L'économie adore l'individu. Pourquoi? Parce que l'individu, on peut le soumettre à la pression de la pulsion. Dès qu'on est en groupe, on devient un peu plus intelligent. Vous voyez. Mais quand on est tout seul face à des tentations, eh ben on va acheter. Voilà, on va acheter. Donc l'économie fonctionne sur l'individualisation. On a même une discipline entière qui est enseignée dans les bonnes écoles qui va nous faire croire que nous sommes uniques. Alors en même temps, elle cherche à ce qu'on fasse tous la même chose. Voilà. Et de temps en temps, elle arrive à nous faire croire puisqu'on consomme les produits en question. Hein. Et donc on crée des journées comme ça, voilà, où on va tous On peut aller encore un cran plus loin. La discipline qui est intéressante sur la difficulté des collectifs, c'est l'anthropologie. D'accord, avec un homme qui s'appelle Marcel Mauss. Marcel Mauss, il nous a appris quoi? Il nous a appris que globalement, le fondement du collectif, c'est un triptyque qui s'appelle donner, recevoir, rendre. Ça marche comment? Ça marche que vous êtes dans un collectif donné, vous donnez à votre entreprise votre force de travail, votre entreprise va recevoir, et puis normalement, elle doit vous rendre quelque chose. Et en fait, l'ensemble des relations humaines fonctionne en boucle et en itération. D'accord ? Le petit problème avec ce processus, et il y en a plusieurs, il y en a au moins deux. Le premier, c'est que déjà, c'est l'idéologie du mérite. Pourquoi ? Parce que dans l'idéologie du mérite, si on y croit, on finit par croire qu'on ne doit rien à personne. Et on peut voir ça chez des sportifs, chez des étudiants qui disent non, mais moi, ma valeur, ce n'est que mon travail. Oubliant quand même que le gamin, il a été biberonné à une société qui l'a protégé, élevé, soigné, guéri, d'accord, et que le sportif, moi j'ai eu un client il y a 2 ans qui avait 45 ans, 3 enfants, brillant, etc. Et je lui parlais il me parlait de ses projets. Il me dit on va s'expatrier. Et il me disait, je lui demandais pourquoi. Il me dit parce que je commence à payer trop d'impôts. Voyez. Donc ça veut dire que pendant 25 ans, je profite
de ce que la société me donne, donc éducation gratuite, etc. Puis à partir du moment où les enfants sont grands, je commence à m'en aller. Voyez. Donc on a ce triptyque-là. Deuxième chose, c'est que pour pouvoir donner, pour pouvoir rendre, à un moment donné, il faut recevoir. Or, vous êtes au courant qu'aux alentours des années 80, on a quand même eu un tournant qu'on peut appeler très rapidement le tournant néolibéral, qui fait qu'on a eu des politiques salariales où on a fait d'autres arbitrages en matière de répartition de la création de valeur. D'accord ? On a décidé collectivement que c'était plutôt l'actionnaire qu'on allait rémunérer. Bon, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans les entreprises, on a des gens qui ont du mal à rendre. C'est-à-dire qu'on a des entreprises et on a, quand vous regardez les études qui sont produites, on voit que le système crée de la valeur. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il ne la répartit plus. C'est qu'elle est entièrement concentrée sur le 1% du sommet de la pyramide. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous faites péter le triptyque de Mauss. Les gens donnent et ils ont le sentiment de ne plus recevoir. Pourquoi on galère après l'engagement dans les sociétés ? On galère parce que les gens n'ont plus envie de donner. D'accord ? Donc on peut faire ce qu'on veut, on peut faire du team building, du machin. Il y a un moment donné, c'est quoi l'équilibre de la relation ? Vous voyez ? Parce que quand les gens ils donnent quelque chose qui est précieux pour eux. De la créativité, de l'intelligence, du collectif, etc. S'ils ont le sentiment, et là je rejoins Alain Cardon, c'est qu'on n'est que dans du subjectif, c'est que du ressenti, mais s'ils ont le sentiment de plus recevoir, à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont revoir à la baisse leur engagement, et donc là, vous flinguez une deuxième fois le collectif. D'accord ? Parce qu'un collectif, ça marche aussi sur l'engagement des personnes. Je vais un peu accélérer. Si je regarde maintenant du côté de la science politique, j'apprends, vous connaissez la devise célèbre. Tout le monde lit le latin, on est bien sûr, on est bien là. Diviser pour mieux régner. D'accord ? C'est pas d'hier. On estime que la première fois qu'on a vu cette formule, c'était du côté de la Grèce, du père d'Alexandre le Grand. Donc vous voyez, c'est 4e siècle avant Jésus-Christ. Donc autant vous dire que diviser pour mieux régner, on l'a pas inventé. Mais ça dure encore aujourd'hui. Prenez un exemple. On a toujours refusé en France, contrairement à d'autres pays, de donner du pouvoir aux syndicats. Dans l'équilibre des pouvoirs, dans ce que les Américains appellent le check and balances, d'accord ? Un équilibre tempéré des pouvoirs. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez des acteurs qui ont un seul pouvoir, qui est le pouvoir de la voix. Puisque vous pouvez prendre des décisions sans eux. Quel est leur pouvoir ? Celui de râler. Ce que les étrangers ont du mal à comprendre en disant mais en France ils râlent tout le temps. C'est pas que c'est culturel, c'est juste que dans l'inscription de notre répartition des pouvoirs, on n'a pas donné de pouvoir au contre-pouvoir. Donc ils râlent. Si on voulait qu'ils râlent plus, ce serait quoi la solution ? C'est leur donner de vrais pouvoirs. Pour une raison simple, c'est que la responsabilité, ça rend sage. Vous voyez ? Ça rend sage du côté du patronat. Pourquoi ? Parce que quand vous fabriquez, quand vous devez tenir compte de l'avis des collaborateurs, vous fabriquez du consensus. Donc vous avez des décisions qui sont plus solides. C'est un peu plus long, mais c'est beaucoup plus solide. Toute référence avec des réformes qui reviendraient régulièrement sur l'agenda serait purement fortuit. Et du côté des syndicats, si vous leur donnez du pouvoir, il y a un moment donné, ils vont se calmer. Pourquoi ? Parce que quand vous faites 3 fois des propositions complètement débiles et que vous mettez votre boutique par terre, la 4e fois, vous arrêtez. Vous voyez ? Donc on pourrait très bien avoir une gouvernance beaucoup plus collective. Mais il faudrait revoir cette structure de pouvoir, ce qu'on s'est toujours refusé à faire. Mais ça, c'est dans nos mains. On peut le décider. Oui. 10-15 ans, vous remettez ça d'équerre. Ouais. Mais à l'échelle humaine, c'est quoi ? Oui, c'est rien du tout. Franchement, la réforme des retraites, on en parle depuis Juppé. Et encore avant Juppé, il y avait Rocard. Oui, donc le toujours plus de la même chose de nos amis systémiciens, on le connaît bien. Allez, j'accélère un peu. Regardons du côté du management. Regardons comment fonctionne la gestion des ressources humaines. On a une gestion des ressources humaines qui est assez individualisante.
Et je jette la pierre à personne. Hein. Personne n'est coupable de cette affaire. On est tous dans le bateau. Je veux dire, on pourrait tous changer quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on recrute? On recrute d'abord des individus. Prenez un exemple. Quand vous prenez d'autres domaines, et que en entreprise, qu'est-ce qu'on fait souvent? C'est que la personne qu'on recrute, elle est vue par ses N plus 1. Rarement par les N-1. Qu'est-ce qui nous empêche de changer cette pratique? Du coup, vous avez un manager qui va arriver, qui va être beaucoup mieux accepté par son équipe. On pourrait mettre du collectif là-dedans. On pourrait mettre du collectif à peu près dans tous les processus. D'accord? Et quand je dis on pourrait, ça existe déjà. Il y a déjà des entreprises qui font ça. Donc il suffirait juste d'étendre cette pratique. Donc c'est pas très sorcier à faire, vous voyez? Quand vous regardez, allez voir on voit pas grand-chose, hein, le bouquin qui s'appelle Les nouveaux modes d'organisation et de management. Là aussi, on sait très bien les organisations qui fonctionnent bien. Les organisations qui fonctionnent bien, c'est à peu près toujours les mêmes choses. Des petites équipes avec des latitudes de décision, des niveaux de responsabilité, etc., etc. Vous voyez ? Ce matin, on parlait de responsabilité, mais la responsabilité, c'est pas un truc où on va dire aux gens soyez responsables. Il faut créer les conditions de la responsabilité. Et souvent, on leur dit soyez responsables, mais ce qu'on oublie de dire, c'est soyez responsables de décisions que vous n'avez pas prises. Les gens, ils sont pas preneurs. Hein. Ils disent moi, je veux bien être responsable, mais de trucs sur lesquels je peux avoir mon mot à dire. Si c'est juste pour appliquer la décision du dessus, j'exécute, mais je suis pas responsable. Et donc, on pourrait avoir une forme de cohérence par rapport à ça. Allez, je conclus. Trois petites remarques. Alors, on pourrait se dire, tout ça, c'est pas de notre sort. Moi, je crois, et c'est au fond, c'est l'espèce de bonne nouvelle que j'aimerais partager avec vous. Il y a une part de méthode Coué, je la reconnais, mais il y a une part au sens que vraiment j'y crois. Je crois que c'est à portée de main. Pourquoi ? La première raison, c'est que la première question qu'on peut se poser, c'est quand on nous demande de jouer collectif. C'est quoi la partie qu'on joue? Nous, là, chacun d'entre nous dans cette salle. Quel jeu on joue? Ouais, mais on pourrait faire d'autres arbitrages. Vous voyez ? On pourrait faire d'autres arbitrages. Quel jeu on joue sur la route quand on est dit il faut pas rouler à plus de 130? On roule à plus de 130 ou on roule pas plus de 130? Ça, c'est notre décision. Hein, il n'y a pas eu besoin de personne. Quelle décision on joue en matière quel jeu on joue en matière de vaccination? Je vais pas entamer le truc du Covid parce que là, je vais mettre le feu à la salle. Mais on peut peut-être se poser la question. Je prétends pas avoir de réponse. Mais quel jeu chacun d'entre nous on a joué à un moment donné où on a dit là, ça vaut le coup de jouer collectif. D'accord? Quel jeu on joue? Quel jeu jouent certains quand il s'agit d'aller mettre de l'argent dans les îles Caïmans? Et vous avez même des professions entières qui vont vous montrer comment vous pouvez mettre de l'argent à gauche. Quel jeu, personnellement, on joue dans nos entreprises quand on est dans des équipes? Est-ce que j'investis dans le collectif ou est-ce que je suis sur mon silo? Ça, c'est vraiment des choses qu'on peut... Alors évidemment, là, le background qui peut nous servir, hein, c'est un gars qui s'appelle Mancur Olson, qui a écrit Logique de l'action collective, et vous connaissez peut-être, il a pondu la théorie du passager clandestin. Et le passager clandestin, très rapidement, c'est je profite, mais je participe pas. Je prends, mais je ne donne pas. Et on retrouve notre triptyque maussien de Marcel Mauss dans notre cercle donner, recevoir, rendre. Je prends, mais je ne rends pas. D'accord ? Par exemple, je roule à plus de 130, donc je ne donne pas un comportement qui va permettre de jouer collectif. Par contre, j'engrange les bénéfices que tout le monde va respecter la règle. Et donc j'engrange un bénéfice qui s'appelle la sécurité. Je ne me vaccine pas ou je ne fais pas vacciner mes enfants, mais je veux bien que mes enfants aillent dans une école où tous les enfants sont vaccinés. J'engrange la santé pour mon gamin, mais je ne donne pas. Je veux bien bénéficier de services publics de qualité, mais je mets mes impôts ailleurs, etc., etc., etc. D'accord ? Et donc aujourd'hui, évidemment, la tentation, elle est grande.
de jouer le passager clandestin. D'accord ? On évoquait tout à l'heure LinkedIn. On disait LinkedIn, c'est ceci, c'est cela. La question que j'aimerais vous poser, c'est vous donnez quoi ? J'ai entendu des gens qui se plaignent. LinkedIn, c'est Facebook. Ok, donnez. Allez-y, contribuez. Ce sera plus Facebook. Mais si on est juste derrière LinkedIn en disant je consomme, je prends et je me plains, ok. Mais sauf que le collectif, ça marche si tous les joueurs jouent, voyez. Si je suis là en disant oh c'est pas terrible hein, les contenus de LinkedIn, bah allez-y. Vous voyez, personne ne vous interdit, c'est gratuit. Donc à un moment donné, il faut aussi qu'on se pose nous cette question de quel jeu on joue et pas tout le temps être dans la posture plaintive de c'est les autres, c'est ok peut-être les autres, peut-être. Mais moi, je joue comment, déjà ? D'accord ? Deuxième, et je vais en finir par là, la deuxième réflexion que j'aimerais faire, et ça, je trouve qu'il y a une forme... et j'ai du mal à comprendre pourquoi on n'arrive pas à s'en défaire. Je trouve, c'est un jugement personnel, vous m'en excuserez, je trouve qu'il y a une forme de naïveté dans les organisations. C'est que pour changer un jeu, il faut changer les règles. Il ne faut pas changer les joueurs. Vous voyez, on passe son temps à virer des gens, à dire ah ça pose problème, on le vire, mais ça change rien. Alain Cardon l'exprimait tout à l'heure. Il faut d'abord changer les règles du jeu. Vous voyez, si on change pas les règles du jeu, prenons un exemple très basique dans une entreprise quelconque dont tout à peu près montre que le management est un sujet qui n'a pas d'importance. Si vous arrivez en disant c'est important de manager, pourquoi les managers vont changer de comportement parce qu'on leur a demandé ? Non, ils vont changer de comportement si on change les règles du jeu, c'est-à-dire si on commence à montrer que bien manager, c'est intéressant. C'est intéressant pour leur rémunération, c'est intéressant pour leur évaluation, c'est intéressant pour le trajet qu'ils peuvent faire dans cette entreprise, ce que j'appelle changer les règles du jeu. Et là, moi, mon cadre de référence, il est carrément du côté de la sociologie des organisations de Crozier-Dupuis. Voyez. Et dans notre boulot de coach d'équipe, il faut aussi qu'on accompagne nos clients à cet endroit, notamment pour défaire les tentatives de solutions qui consistent en permanence à changer les gens en disant, par l'opération du Saint-Esprit, les gens vont jouer différemment la partie. Mais, comme disent mes enfants, what the fuck ? Vous voyez ? Où est-ce qu'on a vu ça, quoi ? Vous prenez le football ou changez les joueurs, vous êtes toujours de football. Si maintenant vous voulez jouer une autre partie, c'est pas les joueurs qu'il faut changer, c'est vraiment les règles, d'accord ? Et donc ça, c'est aussi à notre portée de se dire comment on peut changer les règles du jeu. En un mot, Arnaud, pour terminer. En un mot, qu'on laisse et ce sera quelques questions voilà. à l'audience. Et donc, ce que je voulais vraiment finir avec vous, c'est que pour moi, c'est vraiment largement à portée de notre main, d'accord ? Et on peut tous. Je ne vais pas faire la métaphore de balle du colibri, mais dans nos métiers, dans nos activités, on peut tous contribuer à ça. Contribuer à mettre du collectif, d'abord par notre propre comportement. On a des milliers d'exemples où on voit que ça marche. J'en ai évoqué quelques-uns au début. On a plein de secteurs d'activité où ils savent faire de l'excellence collective. On a beaucoup d'expertise. Je crois que toutes les personnes qui sont dans cette salle, vous êtes les témoins vivants de cette ampleur des compétences qu'on a. De mon point de vue, l'enjeu est assez colossal. Et je remercie encore Rodrigue d'avoir posé cette question-là, parce qu'elle est pour moi fondamentale. Et puis accessoirement, jouer collectif, ça fait quand même super du bien, quoi. Dire quand on arrive dans des équipes où ça se passe bien, quand on fait soi-même partie d'équipe, ça se passe bien, mais quel bonheur on a de bosser. J'ai envie de terminer sur ça. Allez, ça merci fait du à bien, vous. Le coaching, le jouer collectif. Merci Arnaud pour cet éclairage à travers l'histoire, à travers le capitalisme, à travers l'économie, à travers le sport. 10 petites minutes, 2 ou 3 questions. Tu es ma principale pourvoyeuse de questions de la journée, je crois. J'en profite. Merci pour cette présentation. Tu parlais à la fois le faire collectif, mais derrière que pour faire collectif, on a aussi une motivation à avoir autour du partage de la valeur. Et aujourd'hui, le partage de la valeur de l'entreprise, c'est pas un sujet simple. Est-ce que dans tes interventions, tu abordes ce sujet avec les organisations sur comment elles peuvent davantage partager la valeur ? Oui. Et comment ? Vous avez l'heure, oui.
Comment? Déjà, alors après, ça va dépendre du degré d'intimité avec le client, selon ce que vous sentez que vous pouvez aborder ou vous pouvez pas aborder. Moi, de temps en temps, ce que j'essaye de faire, c'est de trouver le terrain de jeu possible. Donc peut-être que le terrain de jeu de la répartition de la valeur n'est pas possible. D'abord, vérifions-le quand même, d'accord? Et ensuite, c'est pas parce qu'il n'y a pas ce terrain de jeu qui est pas jouable qu'on peut pas, par exemple, jouer sur les processus RH. Qu'est-ce qui empêche que, par exemple, le manager, j'ai un client ce matin avant de venir, on le fait venir, je dis mais est-ce que ce manager, sa future équipe l'a rencontré? Non. On peut changer ça. Qu'est-ce qui empêche qu'on ait des modalités de rétribution qui soient différentes? Qu'est-ce qui empêche qu'on ait, par exemple, un truc qu'on sait bien en formation, c'est que des gens qui se forment en équipe ou des gens qui se forment individuellement, vous ne produisez pas du tout le même effet. Quand des gens se forment en équipe, vous créez ce qu'on appelle de la mémoire transactive, c'est-à-dire une mémoire commune. Vous créez un langage commun. Donc vous pouvez, et ça coûte 0 € de plus. Vous pouvez former 10 managers dans 10 équipes différentes, ou 10 managers de la même équipe, donc ça vous coûte 10 fois le coût de former 10 personnes, mais vous ne produisez pas du tout le même résultat. Donc on pourrait vraiment je vais prendre juste un autre exemple. Moi, on a vécu... je trouve une période assez intéressante avec le Covid. Il s'est passé plein de trucs intéressants. Bon, il s'est passé un truc, c'est que déjà on a renversé la charge de la preuve. C'est qu'avant, quand vous vouliez bosser chez vous, il fallait aller vous prosterner devant votre manager et qui, de temps en temps, vous accordait une tolérance en disant « bon, c'est bien parce que c'est vous ». Maintenant, c'est le contraire. C'est-à-dire que c'est les managers qui doivent ramer parce que les gens ne voient plus l'intérêt de venir au bureau. Ça aurait été une opportunité incroyable de repenser quelle est la valeur ajoutée du temps collectif. Je suis absolument surpris que les directions des ressources humaines, les directions de la transformation, ne se soient pas emparées du sujet. C'était un sujet en or. De dire, mais on fait quoi quand on est ensemble? Ça sert à quoi d'être ensemble? Vous voulez que je vienne au bureau, d'accord? Mais c'est pour faire quoi? Vous voyez, il y avait une occasion de rebattre les cartes super intéressante. On ne l'a pas fait. Ou pas beaucoup. Et donc, on s'est contenté de dire, bon, vous avez droit à 2 jours à l'extérieur, puis 3 jours en équipe. Du coup, tout le monde grogne en se disant, mais c'est quoi ce truc, quoi? Vous voyez, on aurait pu mettre un tout petit peu d'intelligence là-dedans. Se dire, tiens, c'est intéressant. On a une opportunité, profitons-en pour se reposer la question de, oui, effectivement, être en équipe, ça sert à quoi? Pour y faire quoi? Quelle est la valeur ajoutée du temps qu'on crée? Quelles sont les activités qu'on peut faire à la maison? Quelles sont les activités qu'on a besoin de faire en équipe? Bref, mettre un peu de jus de crâne. Donc, on a plein de marges de jeu, même si, évidemment, avec nos petits bras, on va peut-être pas, quoique, ça pourrait se discuter, mais re-challenger la répartition de la valeur qu'on a décidé il y a 40 ans. On l'a décidé il y a 40 ans, on pourrait décider du contraire aujourd'hui. Une dernière question. Je vais au plus court. Il y en a une là-bas au fond, mais Les modèles que tu présentes, on peut les retrouver, on a pu les retrouver, pas tout à fait comme ça, sur l'entreprise libérée, et pourtant, ça marche pas super, quoi. Donc, pas partout, je sais pas, ce qu'on dit que le modèle de Poult ou de comment il s'appelle, je sais plus, ça marche pas très bien, les gens sont un petit peu, puis de toute façon ceux qui veulent pas ils sortent, de toute façon au moment où l'entreprise se libère, mais que finalement au bout du compte il y a quand même une perte aussi de l'entreprise libérée du départ, où pour quelques années ça s'essouffle. Pourquoi ça s'essouffle? Parce que là c'est le collectif. Alors là, je serais incapable d'y répondre d'une façon générale. Non, je pense qu'on ne peut fonctionner que par monographie, c'est-à-dire cas par cas. D'accord. Bon. Deuxième élément de réponse, c'est que je crois que certaines entreprises se sont engagées dans cette voie-là, quel que soit le nom qu'on leur donne, pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire en disant, et moi j'ai accompagné une très très grande entreprise qui s'engageait dans les équipes autonomes en disant on veut gagner de l'argent. Alors là vous oubliez tout de suite les équipes autonomes. Si vous voulez les équipes autonomes, c'est pour d'autres raisons. À la fin, ça va vous rapporter. Mais il ne faut pas y aller pour ça. Vous voyez, c'est la même chose que quand on dit par exemple, je prends un exemple volontiers polémique, donc ne m'arrachez pas les yeux quand on sort, qui est il faut féminiser les comités de direction. Et
vous avez des cabinets de type BCG Mac qui essayent de vous prouver, ils prouvent d'ailleurs rien parce qu'ils font des corrélations et pas de causalité. Mais bon, donc ça veut dire que sur un plan statistique, ils n'ont pas leur doc de statistiques, mais que quand il y a plus de femmes dans un codir, ça fonctionne mieux. Donc les entreprises qui ont plus de femmes dans les codirs gagnent plus d'argent. Ok. Mais admettons qu'un jour on réussisse à démontrer le contraire. On enlève les femmes des codirs ? Non, il faut des femmes dans les codirs parce que l'égalité est une valeur bonne en soi. C'est juste, philosophiquement, c'est bon d'avoir de la parité. C'est pas pour des questions de pognon. Donc une entreprise qui veut gagner de l'argent par le côté libéré, non. Il y a 1000 façons. Par exemple, vous pouvez virer un tiers de votre personnel. Bah oui, vous gagnez de l'argent. Après, il va falloir assumer les conséquences. Mais donc, réfléchissez à pourquoi vous y allez. Et donc, je crois que beaucoup d'entreprises patinent parce qu'elles se sont engagées pour de mauvaises raisons, parce que c'est quand même très lié à la personnalité et aux croyances d'un dirigeant. Je veux dire, North Face ou un certain nombre d'entreprises comme ça, ils y sont allés pas pour gagner de l'argent. Que ça leur rapporte, oui, parce que c'est idiot à dire, mais quand vous avez les deux, c'est-à-dire et de la perf économique et de la perf sociale, ça génère la perf économique. Mais c'est pas pour cette raison qu'il faut y aller. Vous voyez, il faut y aller parce que vous pensez que c'est bon de donner du pouvoir aux gens et parce que vous avez envie qu'ils soient plutôt bien chez vous. Et bêtement, ça va vous rapporter des choses. Merci Arnaud. On va s'arrêter sur ça. Merci beaucoup.